Bonjour à toutes et tous. Donc, enchantée de vous rencontrer, même si je vous rencontre par l'intermédiaire de cette visioconférence. Voilà, on s'adapte à la situation. Donc, je suis Sandrine Carême, pour celles et ceux que je ne connais pas. Donc, je suis directrice de la CRES. Donc, je vais animer cette agora. Donc, c'est déjà la 4e agora, puisque nous avons ouvert le mois en Haute-Garonne. La semaine dernière, nous étions dans le Lot et dans le Gard, et cette semaine, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Donc, nous voyageons à travers l'Occitanie grâce à Zoom. Donc, cette réunion a été organisée avec Laurent Bastide et Camille Fousseret. Donc, vous avez été aussi en contact avec Laurent, que je remercie, et je remercie évidemment toute l'équipe d'avoir organisé cette réunion. Donc, je vais vous présenter les différents partenaires qui vont intervenir. Donc, Monsieur Lacapère, donc conseiller départemental en charge de l'insertion professionnelle. Madame Andrea Diaz-Gonzalez, conseillère municipale d'Argelès-sur-Mer, déléguée à l'ESS. Christophe Andreux, qui est président de la commission économie du syndicat mixte Canigo Grand Site. Nous accueillons également Monsieur Baudouin-Baudru, que je remercie de participer à cette réunion, donc chef de la représentation en France de la Commission européenne. Madame Julie Perron, donc du pôle ESS 66, et nos entreprises témoins, donc le Camille Rosa du MIAM collectif, Sarah Barlahan, co-gérante de la SCOP Les Petites Mains du 66, et j'espère qu'il nous a rejoint pour cette réunion Monsieur Raphaël Dumas, qui est de l'association Les Bonnes Notes. Voilà, donc l'objet de ces agoras s'inscrit dans le cadre de la République de l'ESS. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger à la fois sur ce vécu 2020, donc cette crise très, très particulière et qui nous a tous beaucoup secoués, et également pour envisager la place, le rôle de l'économie sociale et solidaire et de nos entreprises dans cette transition, dans ces transitions écologiques, économiques et sociales. Donc aujourd'hui, on est en format table ronde, et à l'issue, vous avez des ateliers, puisque l'idée aussi, c'est d'émettre des propositions. Mais je vais tout d'abord laisser la parole à Monsieur Jean-Louis Borios, qui est administrateur de la CRES et que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour introduire cette agora. Bien, merci Sandrine, bonjour. Bonjour à tous les intervenants de cette table ronde, et bonjour également à tous les participants qui nous font le plaisir et l'amitié de nous écouter, de nous rejoindre. Alors, je vais quand même me présenter un petit peu. Moi, je suis un ancien cadre d'une banque coopérative régionale où j'avais, lorsque j'étais en charge en activité, j'avais entre autres charges les relations avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Je suis maintenant jeune retraité, enfin pas si jeune que ça d'ailleurs, et j'ai rejoint, depuis que je suis sans activité, le France Active RD Occitanie, dont je suis bénévole en tant que membre du bureau exécutif et du conseil d'administration. C'est d'ailleurs à ce titre que je représente cette association au conseil d'administration de la CRES. Pour ceux qui ne connaîtraient pas France Active, je vais en dire de petits mots quand même. C'est une association créée depuis un peu plus de 25 ans maintenant et qui intervient sur la région Aix-Languedoc-Roussillon. Ses missions principales, pour vous les résumer rapidement, c'est d'intervenir auprès de porteurs de projets, créateurs ou repreneurs d'entreprises de tous les secteurs de l'économie, que ce soit le commerce, l'artisanat, l'agriculture, les services ou même les associations. Ces créateurs d'entreprises ne pouvant accéder seuls aux moyens de financement traditionnels qui sont proposés par les banques. Il s'agit pour la plupart de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires des minima sociaux. Nous aidons donc ces entrepreneurs en les formant, les accompagnant dans la conception et la réalisation de leurs projets. Et après avoir fait une étude de viabilité économique de leur dossier, nous pouvons leur accorder soit des financements sur fonds propres pour les plus fragiles, soit des garanties auprès d'une banque qui les finance. Ces interventions pouvant être également complétées par des prêts à taux zéro qui viennent conforter leurs fonds propres. À titre d'exemple, sur les Pyrénées-Orientales, depuis que nous y intervenons, c'est près de 31 millions d'euros qui ont été financés et engagés au profit de 2300 entreprises qui ont permis la création ou la consolidation de 4100 emplois sur le seul département des Pyrénées-Orientales.
et ceci dans les trois secteurs, aussi bien de la très petite entreprise que de l'agri-rural ou de l'économie sociale. En 2019, et toujours pour les Pyrénées-Orientales, c'est 30% des bénéficiaires qui étaient en insertion, 15% étant au RSA et 48% sont des femmes. Enfin, dernière intervention, nous sommes également partenaires de diverses structures comme les tiers-lieux ou les pépinières d'entreprise. Je vais en venir maintenant à l'objet de notre table ronde et de la place de l'ESS dans la transition écologique, économique et sociale. Alors bien sûr, pour cette table ronde, nous aurions préféré vous recevoir en présentiel. Ça aurait été probablement plus dynamique et plus convivial, mais il se trouve que, comme l'a précisé Sandrine, la situation sanitaire ne nous a pas permis, donc nous sommes adaptés un peu comme tout le monde. Tout d'abord, quelques éléments de contexte de l'économie sociale dans notre région et plus particulièrement dans notre département. La Crèce Occitanie est animatrice et coordinatrice de l'ESS et elle organise à ce titre plus de 150 manifestations dans la région durant ce mois de l'économie sociale, mois de novembre. L'Occitanie, c'est la troisième région de France en termes de poids de l'économie sociale, ce qui représente pratiquement 18 000 entreprises et 214 000 salariés, soit environ 12% du total. Ce qui, comme vous pouvez le constater, est quand même plus que significatif. Pour notre département des Pyrénées-Orientales, l'économie sociale, c'est plus de 1600 établissements qui employeurs, soit 9% du total des établissements employeurs, 16 300 salariés qui représentent 13% du total et 18% de l'emploi du secteur privé. Mais malgré son dynamisme et sa résilience, la crise actuelle impacte aussi l'ESS dans notre département. Et selon les sources de l'URSSAF, entre 2019, deuxième trimestre 2019 et deuxième trimestre de 2020, c'est un recul de 3,4% des effectifs de l'ESS contre 2,9% pour la région et un recul du nombre d'établissements employeurs de 4,6% pour la même période contre 7,1% pour la région. Le reste de l'économie des Pyrénées-Orientales ayant reculé de 1,5% et dans la région de 1,4%. Il semble donc que les effets de cette crise soient beaucoup plus sensibles dans notre département qu'à l'échelle régionale, aussi bien dans l'ESS que dans l'économie classique d'ailleurs. Et on peut se poser la question de ce qu'il en sera à l'avenir, compte tenu du contexte qui continue à se dégrader. Même si nous avons depuis quelques jours quelques lueurs d'espoir. Nous devons cependant rester optimistes, car nous sommes un des acteurs importants de l'économie occitane. Nous sommes créateurs d'emplois non délocalisables et nous sommes soutenus par la région, par les départements ainsi que les collectivités locales. Mais notre modèle manque encore de visibilité dans le monde économique actuel. Nous devons donc continuer à le défendre, car il n'y a pas d'opposition, à mon sens, entre l'économie traditionnelle et l'économie sociale, les deux approches étant complémentaires. Que peut nous apporter la République de l'ESS que nous voulons promouvoir pour nous aider à trouver des solutions? L'ESS peut-elle incarner le monde d'après l'ESS peut-elle prétendre incarner le monde d'après et l'économie de demain? Selon Jérôme Sadier, président de la Chambre française de l'économie sociale, je le cite, « Ayant fait preuve de sa résilience, elle est aujourd'hui une fois encore en première ligne des solidarités et de la fourniture des besoins essentiels. Ces principes sont ainsi validés pour une après-crise qui pourrait voir naître un autre modèle de développement, moins axé sur la lucrativité et la rentabilité immédiate, avec la primauté donnée au collectif plutôt qu'à l'individualisme, une plus grande territorialisation de nos actions, un meilleur rapport entre la création de valeur et le sens du travail, et ainsi qu'avec une coopération et une implication des parties prenantes, s'illustrant par des formes démocratiques ou participatives de gouvernance des entreprises. » Et toujours selon Jérôme Sadier, cela implique de donner plus de sens et plus de force à son message. L'ESS doit ainsi réaffirmer que les pratiques entrepreneuriales et d'engagement qui la caractérisent sont indissociables d'une vision du monde
soucieuse d'émancipation, de résilience économique et d'harmonie sociale. Cette crise sanitaire que nous traversons et qui connaît un nouveau rebond va continuer à nous impacter pour une durée encore indéterminée. Elle bouleverse nos vies, nos économies, nos manières de travailler et de vivre ensemble et frappe plus fortement encore les plus fragiles. Dans un tel contexte, comment pouvons-nous agir et quelle doit être la place de notre modèle dans cette phase de transition écologique, économique et sociale? C'est à vous, mesdames et messieurs les participants de cette table ronde, que je vais demander maintenant de nous apporter votre vision et éventuellement vos propositions face à ces défis majeurs qui sont devant nous. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, d'avoir rappelé le contexte de cette crise qui touche nos entreprises de l'économie sociale et solidaire et particulièrement aussi sur les Pyrénées-Orientales. Et puis de nous donner aussi ce message pour l'avenir, en fait, quelle place pouvons-nous prendre. Donc, j'aurais souhaité avoir le regard de nos partenaires des collectivités, en fait, sur ce qui vient d'être dit et puis sur la place de l'ESS qu'elle occupe, en fait, au sein de leur collectivité. Monsieur Lacapère, je peux vous donner la parole, donc au titre du conseil départemental. Oui. Vous m'entendez? Oui. Très bien. OK. Bonjour à tous. Je remercie la CRES pour cette invitation et je suis heureux d'être présent parmi vous, d'autant qu'il y a 3 intervenants dont je regarde attentivement les initiatives et pourtant on n'a pas eu encore l'occasion de se rencontrer. Les petites mains qui se sont créées dans ma ville, dans les locaux de l'entreprise Ciplan de la zone des Rouquettes à Cavestany, sur une action solidaire et qui aujourd'hui est devenue une SCOP. Le collectif Miam, lui aussi, intervient sur la partie perpignanaise de mon canton. Et enfin, l'initiateur du festival 20 sur 20 qui montre notre visage de la création et de la diffusion culturelle, une capacité à se réinventer et à faciliter la rencontre, même cet été, sous une forme pour le moins originale. Je vais vous parler de l'intervention du département et puis ensuite de mon appréciation de l'économie sociale et solidaire. Pour commencer, je dirais que c'est au regard d'une situation de crise que l'on mesure l'utilité. Le département des PO, pendant cette crise sanitaire, c'est le maintien ouvert des maisons sociales de proximité, le déploiement de 10 centres Covid, c'est le soutien technique, logistique et la mise à disposition de locaux pour la distribution de colis alimentaires. C'est aussi le fonds d'aide exceptionnelle pour les associations en décidant le 20 avril dernier de la création d'une enveloppe jusqu'à 1,3 million d'euros avec une attention particulière lorsqu'il y a des salariés en jeu. Et c'est l'engagement aux côtés de la région pour la mise en œuvre du fonds local en direction des entreprises et associations dans lequel le département a abondé à hauteur de 3 euros par habitant. Mais l'action forte du département pour une économie solidaire s'exprime aussi en dehors du contexte de crise. Les départements sont les collectivités des solidarités humaines et territoriales. Ils sont les principaux financeurs des associations. Dans les PO, ce sont 800 associations pour un montant de subvention qui s'élève à 11 millions d'euros en 2019. Le département est le chef de file en matière d'insertion professionnelle et apporte un fort soutien financier aux structures d'insertion par l'activité économique. Vous le savez, qui est la première marche pour beaucoup vers la reprise d'un emploi pérenne. Ce sont 52 structures et 477 équivalents temps plein conventionnés pour un budget d'1 million d'euros par an et 342 personnes en sortie dynamique par an. Enfin, le département est un acteur de l'emploi, même s'il n'en a pas la compétence. Il a œuvré à la construction de circuits courts, depuis longtemps sur l'agriculture, bien sûr, aujourd'hui également sur l'insertion et l'emploi avec la plateforme affinitaire que je porte, puisque j'ai la délégation de l'insertion au département. La plateforme affinitaire, Objectif Emploi 66, et un partenariat novateur avec les acteurs du territoire. C'est une manière de répondre aux nouveaux usages des allocataires du RSA et à améliorer l'efficacité de l'accompagnement. Si la loi NOTRe a pu amener les départements à revoir leurs modalités de soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui relèvent désormais des régions, nous sommes avec vous des partenaires naturels.
Voilà une toute petite partie de l'intervention du département et je viens ensuite au sujet de la place que vous occupez dans le paysage économique du pays. Il y a une diversité d'acteurs économiques. Le premier, dont on voit bien l'utilité en temps de crise et quand on en a besoin, c'est l'État et les acteurs publics. D'ailleurs, quand on coupe les moyens, immédiatement, on se rend compte de ce qui manque, que les investissements dans les territoires diminuent, qu'il n'y a pas assez de lits ou de soignants dans nos hôpitaux, par exemple. Le deuxième acteur, je dirais que c'est l'économie du quotidien, des moyennes entreprises aux très petites, des commerçants, des artisans, des agriculteurs qui fabriquent, vendent des savoir-faire ou des compétences et qui produisent des richesses pour les territoires et ceux qui y vivent. Et puis, il y a un troisième acteur qui est l'économie sociale et solidaire avec une place atypique d'économie non lucrative. Tout cela fait partie pour moi de l'économie réelle. Mais ce n'est pas exactement ce que nous voyons le plus souvent quand nous allumons notre télé. Le système dans lequel on vit et un certain nombre de dirigeants politiques avec une vision très libérale ont décidé finalement que la seule finalité de l'économie devrait se résumer au marché, avec matin, midi et soir les résultats de la bourse par exemple. Vous l'entendez, cette petite musique, la référence permanente à des critères de croissance, de rentabilité, la compétitivité, la concurrence, qui justifient tout. Et à force d'être répété, on peut avoir l'impression, ça peut être démoralisant même, que l'économie ne se limiterait qu'à cela. Je crois en fait que pour faire société, il faut pouvoir rediscuter, s'interroger, porter des avis différents pour répondre à cette question, à quoi ça sert l'économie ? Ah, le micro est coupé. Votre micro est coupé, on ne vous entend plus. C'est bon? Vous me réentendez ou pas? Oui, tout à fait. Donc, j'étais en train de dire que je crois que pour faire société, il faut pouvoir rediscuter, s'interroger, porter des avis différents pour répondre à cette question, finalement, à quoi ça sert l'économie? On a le droit de penser que la finalité de l'économie, c'est vivre et travailler au pays, que l'on peut conjuguer les valeurs d'entraide, de solidarité, que l'on veut relever les défis de la transition écologique et du renouveau du vivre ensemble. On a le droit d'essayer de travailler autrement, remettre l'économie au service de l'homme, favoriser le partage égal des fruits du travail, la coopération, l'ancrage local et vouloir sortir du court terme de la marchandisation de l'économie. On a le droit de penser que ce système économique se désintéresse progressivement de l'économie réelle et au-delà en devient un obstacle. Personnellement, plusieurs événements m'ont alerté dans la dernière période. La première chose a été, le premier élément en tout cas, a été cette décision sans débat de supprimer les emplois aidés, qui a eu un effet gigantesque au sein de nos territoires avec un plan social, le premier de ce mandat en tout cas, alors que nous avions un certain nombre de salariés qui avaient fait la preuve de leur utilité, ce qui a coûté la vie à de nombreuses associations et a fragilisé considérablement le tissu. Puis, il y a eu cette volonté de considérer que tous les acteurs économiques doivent rentrer dans les règles de concurrence, ce qui est pour moi nier l'utilité sociale. Une association, une entreprise d'insertion ne peuvent pas être considérées de la même manière qu'une entreprise classique ou qu'une assurance pour le monde mutualiste. On ne peut pas les mettre sur la même ligne de départ, d'abord parce qu'elles n'ont pas les mêmes outils, mais surtout parce qu'elles ne vont pas dans la même direction. Je mords volontairement le trait, mais on ne va pas quand même en arriver à attaquer les associations de solidarité qui donnent au quotidien des colis alimentaires parce qu'elles fragiliseraient les grandes surfaces ou les épiceries de quartier. Ces acteurs-là
n'ont pas la même finalité et sont très souvent complémentaires. Je crois enfin qu'il faut être attentif à ne pas laisser dévoyer l'originalité de l'ESS, notamment par les financements privés et le mécénat, et travailler au développement de la finance solidaire. Le Social Business Act, comme cela a été appelé, est une volonté de faire entrer l'ESS dans la Startup Nation, chère au président de la République, et je ne crois pas que cela soit sa vocation. Ce sont ces pratiques vertueuses de l'économie sociale et solidaire qui doivent polliniser l'économie traditionnelle et non l'inverse, disait le député communiste André Chassaigne en 2014. Tout cela pour exprimer que je défends l'idée que votre voix doit porter plus fortement dans le débat public. Vous pesez 10% des salariés du pays et avec des valeurs à défendre, porteuses d'avenir. En conclusion, je dirais deux choses. Il y a ce qui concerne l'échelon départemental en propre. Je défends l'idée que le département devrait, je le souhaite en tout cas, redevenir chef de file en matière de SS. Cet échelon est plus que jamais pertinent pour aller vers une société plus inclusive, plus proche, plus solidaire, plus attentive à l'homme et à son environnement. Il y a d'ailleurs un grand chantier de relocalisation de l'activité et pour faire ce travail de dentelle, il faut s'appuyer sur la proximité. Les collectivités doivent bien sûr être aux côtés des acteurs, mais pas seulement. Il faut repenser les politiques publiques et leur gouvernance pour être irriguées en permanence par l'expression des usagers citoyens. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec la démarche Imagine les PO et les outils participatifs avec, par exemple, le dispositif Envoie ton projet pour les 16-25 ans. À la question de la table ronde, quelle place pour l'ESS dans les transitions écologiques, économiques et sociales, je répondrai donc une place centrale parce que c'est sa finalité de tracer ce chemin-là. Mais c'est un objectif qu'il va falloir défendre. L'ESS a fait la démonstration que l'on peut gérer collectivement et démocratiquement des entreprises, ce qu'il est d'autre part possible de répartir différemment la richesse. Finalement, l'argent peut être utilisé différemment quand la finalité est l'intérêt commun et le bien commun. C'est un contre-modèle face à un modèle tout-puissant qui s'impose à tout. Il s'agit donc d'un vrai sujet politique. Vous l'avez compris, dès que l'on change, en tout cas c'est ce que je défends, dès que l'on change la finalité de l'économie, pour moi, on travaille tout simplement à l'alternative au système capitaliste. J'en termine là mon propos et je vous remercie de votre attention. C'est pas facile en vidéo quand même. C'était très bien, vos propos étaient extrêmement clairs et je vous remercie pour cet échange en fait et d'avoir rappelé cette place de l'ESS si particulière, de rappeler également l'utilité sociale et puis merci également de redire, parce que nous, on en est convaincus également à la CRES, que l'échelon du département vraiment est un échelon très stratégique et extrêmement important pour mener des actions en faveur de l'économie sociale et solidaire. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lacapelle. Je laisse la parole à Andrea Diaz-Gonzalez. Merci. Alors, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier la CRES d'avoir organisé ces agoras qui participent pour moi à quelque chose d'important dans le cadre de la transition et du développement durable, à savoir quelque chose de vertueux, c'est-à-dire la participation citoyenne. Et donc, on m'a demandé d'intervenir avec ma casquette d'élu, donc élu sur la commune d'Argelès-sur-Mer, déléguée à l'économie sociale et solidaire, mais je suis aussi sur la question de la transition écologique et des solidarités en partenariat avec d'autres élus. Donc, sur ma lecture de la situation actuelle, elle pourrait être multiple et en même temps, c'est donc toujours une question de point de vue. Une des réalités, ce qui est certain, c'est que cette crise sanitaire nous amène tout droit vers une situation catastrophique en matière économique et donc, par conséquence, en matière d'emploi. Sur la commune d'Argelès-sur-Mer, qui est une commune très touristique, on voit aujourd'hui arriver au CCAS
des profils de population qu'on ne voyait jamais jusqu'à présent, c'est-à-dire des salariés qui œuvrent dans le tourisme et donc des salariés saisonniers, mais aussi, malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi apparaître les salariés et les petits artisans, commerçants qui ont été qualifiés de non essentiels. Ça, c'est une réalité. Une autre des réalités, c'est que nous pouvons voir dans cette crise une opportunité et finalement prendre un peu la façon de réfléchir des Chinois qui considèrent que dans la crise, il y a une menace, mais aussi une opportunité. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est une opportunité de changer enfin de paradigme, une opportunité de remettre du bon sens dans tout ce qu'on fait et dans les choses, et notamment dans le milieu économique. Donc, voilà, c'est soit on fait un choix de cette première vision et donc on tombe dans la peur et dans une forme de paralysie, soit on fait le choix du deuxième point de vue et donc on œuvre pour accompagner ce changement sociétal qui est si essentiel. Et on le sait, on le voit, hein, aujourd'hui, cette crise, elle nous appelle à l'urgence de ce changement. Alors pour nous, en fait, acteurs de l'économie sociale et solidaire, j'ai envie de dire pour nous que c'est presque inscrit dans notre ADN. Et donc, on ne peut faire que le choix de l'optimisme et d'avoir la confiance de nos capacités vraiment à œuvrer et à construire pour un monde meilleur. Et j'en suis vraiment convaincue. Juste pour mémoire, l'économie sociale et solidaire est née quand même de cette crise qui a été engendrée par le capitalisme et la révolution industrielle. Et donc, on a fait nos preuves et on l'a démontré qu'on était en capacité de réparer. Alors, je ne dis pas que l'économie sociale et solidaire, ça n'est qu'une économie de la réparation. Et bien entendu, on a bien démontré aussi notre capacité à créer de la richesse et à faire les choses autrement. Et donc, mon message, en fait, aujourd'hui, que j'ai envie d'adresser à cette grande famille d'acteurs que nous sommes et qui sont ici réunis aujourd'hui dans cette table ronde virtuelle, c'est de dire, continuons à œuvrer au quotidien, à être transportés et à diffuser cette énergie que nous donnent, en fait, nos valeurs que l'on applique au quotidien. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous passer parce que demain, et déjà aujourd'hui on le sent, mais demain, les gens vont avoir besoin de nous et d'artisans de lumière que nous sommes. Voilà, ça c'était le message que j'avais envie de passer au monde de l'économie sociale et solidaire. Et donc, plutôt que de vous faire une liste un peu à la Prévert de tout ce qu'on mène en matière d'ESS au sein de la commune d'Argelès-sur-Mer, je préférais passer donc à la question des propositions à réaliser donc, et à effectuer auprès de notre gouvernement. Et en sachant que je tiens à dire que là, ce ne sont que des propositions qui sont individuelles et que ça n'engage en rien la commune d'Argelès-sur-Mer. Voilà. Donc là, j'enlève un peu ma casquette d'élu, quoique je vais la remettre de temps en temps, mais j'ai d'autres casquettes et vous allez comprendre en fait que ma vision, elle est vraiment globale. Et donc, sur ces propositions à adresser au gouvernement, pour moi, elles sont un peu de deux niveaux, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des propositions à effet immédiat et il y a des propositions à effet moyen et long terme. Donc, sur les propositions à effet immédiat, très clairement, moi, j'engage notre gouvernement à apaiser les esprits et vraiment à cesser d'activer les boutons de la peur et de la culpabilisation. Ça, c'est une première chose et franchement, il y aura des effets vraiment très importants à œuvrer dans cet état d'esprit. La deuxième chose à faire pour moi, ce serait de permettre aux gens de travailler. Et clairement, que ce soit des artistes, des libraires, des restaurateurs, des coiffeurs, enfin tous ces gens qu'on a qualifiés de non essentiels, de leur permettre de revenir au travail. Voilà, donc ça déjà, ça permettrait d'arrêter l'hémorragie qu'on est en train de créer. Ensuite, une autre proposition pourrait être de transformer les fameux PGE dont on a bénéficié et donc de les transformer pour les structures de l'économie sociale et solidaire en véritables subventions. Ça pourrait être une des propositions. Une autre proposition qui me semblerait judicieuse,
ce serait d'élargir la fameuse expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, expérimentation dans laquelle, là, je remets ma casquette d'élu de la commune d'Argelès-sur-Mer, nous sommes inscrits, et donc qui est une expérimentation qui part de la richesse des gens et du territoire, et qui aboutit à la création de ce qu'on appelle une EBE, une entreprise à but d'emploi. Et donc aujourd'hui, nous, Argelès, nous sommes considérés comme territoire émergent, mais nous sommes plusieurs communes à s'être inscrits dans cette expérimentation. Et aujourd'hui, faire le constat que plusieurs territoires ont des idées en ce sens et souhaitent s'investir dans cette expérimentation qui, pour moi, est très intéressante et vertueuse, et de se dire que finalement, nous sommes en concurrence et que les places sont chères, je ne comprends pas en fait le principe. Je me dis qu'on aurait tous à gagner, à élargir et à permettre à tous les territoires qui sont prêts, bien entendu, hein, dont les projets sont assez aboutis, de pouvoir œuvrer sans qu'on leur dise au final « Ah ben non, il n'y a plus de place pour vous ». Voilà, donc ça, ce sont des exemples d'actions très concrètes et assez rapides à mettre en œuvre pour moi, qui auront des effets sur le court terme. Pour ce qui est des actions donc moyen et long terme, pour moi, il est essentiel d'agir sur le volet éducation. On le sait, c'est par l'éducation, par nos enfants, que les choses pourront changer. Et donc, pour moi, il faut, par exemple, donner beaucoup plus de moyens à tous les acteurs qui agissent dans ce qu'on appelle l'EEDD, donc l'éducation à l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui, tous ces acteurs, financièrement, galèrent parce qu'ils vont toujours chercher des bouts de chandelle. Et donc, le soutien financier de l'État en la matière, pour moi, serait vraiment quelque chose de très intéressant. Autre chose aussi qu'il faudrait soutenir, c'est la formation à l'ESS, avec une formation des lycéens, une formation des universitaires, une formation des entrepreneurs, une formation des élus, une formation des techniciens. Parce qu'aujourd'hui, encore, moi, ça fait des années, pour ceux qui me connaissent, que j'ai ce bâton de pèlerin, que donc, comme beaucoup, je milite pour faire comprendre et éduquer à l'ESS. Mais ça n'est pas normal qu'on soit encore avec ce bâton de pèlerin aujourd'hui. Moi, très clairement, sur ma commune et sur ma communauté de communes, j'ai déjà œuvré sur le mandat précédent, donc les choses sont intégrées. J'ai un maire qui, en plus, est aujourd'hui président de la communauté de communes, qui est extrêmement sensibilisé et donc qui est OK pour qu'on fasse des actions en la matière. Mais aujourd'hui, c'est ma réalité sur mon territoire. Mais je sais très bien que sur d'autres territoires, il y a encore trop d'élus qui ne sont pas au courant, qui n'ont même pas la connaissance, la culture de ce que l'économie sociale et solidaire peut apporter comme richesse pour leur territoire. Quand je parle de SIC, de société coopérative d'intérêt collectif, on me regarde encore en me disant « mais de quoi tu parles? C'est quoi le sujet quoi ?» Donc, c'est juste pas possible. Un autre volet sur lequel il faudrait agir, selon moi, c'est le volet de sensibilisation à l'ESS, et donc une sensibilisation de façon plus large. Quand je vois les difficultés que nous avons avec les acteurs avec lesquels on se mobilise, par exemple, pour trouver 3 sous pour organiser le Festival de l'économie sociale et solidaire, festival qui a vocation à faire connaître au plus grand nombre justement l'intérêt de cette économie, je ne comprends pas que ce soit si difficile pour trouver 3 sous, encore une fois, qui ont touché pour la dernière édition 700 personnes. Donc, comment se fait-il que ce soit si compliqué de trouver de l'argent pour faire des choses qui ont du sens et qui soient utiles? Dans le même sens, quand on a mis en place l'expérimentation d'une coopérative de jeunesse de service, donc une CJS, donc avec Julie, qui est là, que je salue, donc de Perspective, et puis la Ligue de l'enseignement, je ne sais pas s'ils sont présents, mais en tout cas, je les salue aussi. Cette expérimentation, elle était d'une richesse incroyable, de voir l'évolution de ces jeunes qui ont compris qu'on pouvait travailler et œuvrer en coopérant, et qui ont du coup développé des compétences et un savoir-être qui est juste extraordinaire
de futurs citoyens engagés. Comment cela est-il possible qu'il soit aussi si difficile de trouver de l'argent? En plus, ce n'est pas des sommes énormes, mais de trouver de l'argent pour réaliser des petites actions comme ça qui ont en fait un impact et qui est énorme. Donc voilà, le soutien à des initiatives comme ça de sensibilisation, pour moi, ça me semble important. On pourrait aussi imaginer une exonération de charges pour des emplois de type responsable RSE, parce que tous ces gens qui œuvrent dans les entreprises en matière de développement durable et de RSE sont des gens qui sont indispensables pour le changement de la société et donc pour un mieux-être de façon globale. Et donc, voilà, moi, j'en terminerai juste avec une dernière proposition, mais qui est beaucoup plus ambitieuse, c'est de changer tout le fonctionnement de notre système social. Aujourd'hui encore, on est trop dans un système d'assistanat. Clairement, il faut que l'on garde notre spécificité française qui est très, très importante d'aider et d'accompagner les gens qui en ont besoin. Pour autant, il est essentiel de rendre ces personnes bénéficiaires acteurs de leur propre insertion, acteurs de l'utilité sociale, et donc favoriser le développement des épiceries sociales et solidaires. C'est le choix que nous avons fait sur la commune d'Argelès, plutôt que de continuer à distribuer des colis alimentaires, et ben c'était finalement de favoriser l'installation d'une épicerie sociale et solidaire. C'est le choix que l'on fait quand on prend la décision d'accompagner nos jeunes dans une aide financière pour le permis, en leur demandant en contrepartie d'œuvrer quelques heures dans une association d'utilité sociale. Enfin voilà, c'est tout un système de fonctionnement où on peut remettre les gens déjà dans une forme de dignité et acteurs et rendre les gens citoyens engagés. Voilà, je vais m'arrêter là, mais franchement, les propositions, elles pourraient être très, très nombreuses et très, très variées. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que dans tous les cas, avec ou sans le soutien du gouvernement, nous continuerons à œuvrer parce que c'est essentiel. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec le soutien du gouvernement et notamment un soutien financier, on le sait, eh ben, on sera plus percutant, plus efficace et on pourra aller plus vite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci pour votre discours enthousiaste et engagé. Merci pour vos propositions et puis pour avoir rappelé en effet que l'ESS est une économie, alors de la réparation, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas vous avez raison, de la solidarité et du maintien du lien social, mais également créatrice de valeur. Donc merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Christophe Andreu. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais parler au nom de l'équipe du Canigou Grand Site. Donc, le témoignage que je vais faire maintenant a été préparé avec Florian Chardon, directeur, et Mathilde Monzieux, chargée de mission économie au Canigou Grand Site, et je les remercie pour leur soutien. Donc, en introduction, quelques éléments permettant de mieux comprendre notre témoignage. Canigou Grand Site est un syndicat mixte qui rassemble 60 communes, principalement en zone de revitalisation rurale, avec seulement 6 communes de plus de 3000 habitants et presque 20 communes de moins de 100 habitants. Un grand territoire dont le cœur est le massif du Canigou et qui concerne également 2 grandes vallées, la Tête et le Tech, et 5 communautés de communes. Canigou Grand Site est classé au niveau national parmi les 47 grands sites de France, avec 2 missions principales. La préservation et la gestion du cœur de patrimoine, 3 sites Natura 2000 localisés dans la partie sommitale du massif, et la mise en valeur dans le cadre de projets structurants des ressources patrimoniales de l'ensemble du territoire. Pour cela, il y a 5 commissions. Une commission environnement, tourisme, patrimoine, activités de pleine nature et économie de proximité, celle pour laquelle je fais le témoignage avec vous maintenant. Alors, de par les missions principales de Canigou Grand Site, la commission économie de proximité a comme objectif de soutenir et accompagner des porteurs de projets économiques
implantés sur le territoire et dont les activités sont au service du territoire, des acteurs, de la population. Dans ce cadre, les porteurs de projets peuvent avoir différents statuts et les statuts de l'ESS en font partie, mais pas seulement. Pour orienter, soutenir et accompagner les porteurs de projets, le dispositif Tremplin est mis en place depuis plus de 5 ans. Tremplin veut dire territoire, réseau, multi-partenariat pour libérer les initiatives économiques. C'est un dispositif qui permet un guichet unique pour l'ensemble du territoire. Alors, depuis 5 ans, presque 200 porteurs de projets ont été accompagnés, dont 70% concernent des projets de vie, donc pas seulement avec une dimension économique, et un quart, s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Alors, de par ces missions orientées pour l'ensemble des acteurs du territoire, le syndicat mixte n'a pas d'observatoire spécifique ESS. Toutefois, nous avons des données permettant d'identifier des proportions. L'ESS du territoire Canigou-Grand-Site correspond à environ 15% du département. 80% des structures sont des associations et 20% sont des coopératives. Le tissu associatif est présent sur l'ensemble du territoire avec notamment des associations sans emploi, avec 100% de bénévolat qui sont particulièrement présentes et dynamiques dans les très petites communes, prenant en charge la vie sociale et culturelle, ce qui montre un dynamisme présent au niveau d'une population rurale très excentrée des zones urbaines, une des spécificités du territoire. Pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont des emplois, on les retrouve dans tous les secteurs, dont les plus représentés sont le social, la gestion des lieux d'hébergement et d'accueil, l'éducation, la culture et les loisirs. Alors, quelle est notre perception après plusieurs mois de crise sanitaire et maintenant de crise économique? Dans un territoire comme le nôtre, où s'expriment pas mal de projets de vie et de collectifs, nous ressentons globalement une certaine résilience et aptitude à faire face à la crise. Nous identifions certaines caractéristiques spécifiques à l'ESS, facilitant cette résilience. L'altruisme, on en a parlé tout à l'heure, la solidarité, le bénévolat, le faire ensemble, la mutualisation, le don, et aussi l'hybridation des modèles socio-économiques qui caractérisent l'ESS. Il semble indispensable que dans un territoire marqué par l'importance des projets de vie et des projets collectifs, les effets post-crise vont encourager cette tendance. On entend « je lâche tout pour donner du sens à ma vie, je relocalise, je fais du bien autour de moi, je veux faire collectif, je sors du système capitaliste, etc. » Et nous constaterons certainement une augmentation des demandes d'accompagnement dans les prochains mois ou prochaines années. Dire aussi que certains acteurs publics concernés par les territoires ruraux ont anticipé ce phénomène, comme un mouvement de fond amplifié et accéléré par la crise sanitaire en mettant en place des dispositifs tels que Tremplin pour notre territoire ou des appels à projets tiers-lieux portés par le département et la région. S'ils ne sont pas spécifiques à l'ESS, ces dispositifs ont pourtant toutefois portent des principes et des valeurs, le collectif, la mutualisation, l'ancrage territorial, etc. D'ailleurs, la mobilisation lors de la mise en route en octobre de notre nouveau groupe de travail Dynamique territoriale collective témoigne également d'une recherche de sens, de collectif, de relocalisation que nous sentions déjà, mais que le contexte de crise peut avoir tendance à accentuer. L'idée de ce groupe de travail est de mettre en réseau, soutenir et accompagner des dynamiques territoriales collectives qui peuvent se concrétiser par des projets de tiers-lieux, des projets d'animation de vallées et de valorisation des productions locales. Alors, par exemple, nous avons déjà des dynamiques de vallées avec communes et associations œuvrant dans le même sens, liant culture catalane et lien social entre Ballestavi, Valmagna et la Bastille, des petites communes de la partie sommitale de la montagne, d'autres liant circuit court et valorisation locale avec la vallée de la Roja, la vallée du Yec, la vallée de la Castellane, et des projets associatifs dans des logiques de tiers-lieux comme El Quadra, l'Alchimie à Prades, le nouveau tiers-lieu à Reynès, le collectif La Clé à Villefranche-de-Conflans, d'autres en pleine émergence et mûrissement.
Là aussi, les porteurs de projets peuvent avoir différents statuts et les statuts associatifs ou coopératifs sont particulièrement en phase avec ces projets collectifs que nous souhaitons soutenir, accompagner et favoriser l'essaimage dans tout le territoire. Alors, comment pouvons-nous nous projeter dans l'avenir face à la situation de crise actuelle? Il semble évident que la crise va accentuer ce mouvement de fond déjà évoqué qui rend à nos yeux encore plus pertinents les valeurs, les pratiques et les projets portés par l'économie sociale et solidaire, et ce dans tous les territoires, aussi bien ruraux que urbains. Toutefois, la crise actuelle risque quand même de faire des dégâts, et on commence à le constater, et il faudra soutenir encore plus qu'avant la viabilité économique des structures, notamment associatives, qui sont d'utilité sociale et sociétale. Alors, pour conclure, tout porte à penser que le phénomène de relocalisation qui accompagne la crise climatique déjà présente, la crise sanitaire et sociétale actuelle, ouvre de nouvelles opportunités d'entreprendre dans les principes et les valeurs de l'ESS, avec la recréation de chaînes de valeur et d'écosystèmes économiques plus vertueux. Ces dynamiques collectives peuvent permettre une plus grande résilience et donc une transition écologique et économique plus durable et responsable. Avec l'équipe de Canigou Grand Site, nous souhaitons que nos témoignages nourrissent cette agora et nous saluons l'initiative. Nous remercions la CRES Occitanie et tous les témoins et participants de cette agora. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à vous, Monsieur Andreu, pour votre témoignage. C'est vraiment intéressant d'avoir tous ces regards qui se complètent, qui sont différents mais qui se complètent. Monsieur Baudouin-Baudru, donc je vais vous laisser la parole et je vous remercie vivement d'avoir accepté de participer à cette agora. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir un témoignage européen. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci vraiment de m'avoir invité pour intervenir dans ce panel sur un sujet qui est, à mon avis, essentiel aujourd'hui et qu'il deviendra encore davantage à l'avenir en Europe, partout en Europe, en France, mais ailleurs également. Outre le fait que je suis actuellement le chef de la représentation de la Commission européenne, avant de venir à Paris, donc de 2014 à 2018, j'étais membre du cabinet de la commissaire européenne aux affaires sociales, aux compétences, et j'étais en charge de l'économie sociale et solidaire, à ma demande d'ailleurs. Donc j'ai découvert pendant ces années de cabinet cet univers avec un potentiel, une énergie positive extraordinaire. Et j'ai très vite constaté en fait que l'économie sociale et solidaire, c'est la meilleure incarnation finalement de la fondation de l'Union européenne et de ce projet commun que nous vivons depuis plus de 70 ans, puisqu'à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, on indique que l'Union œuvre pour le développement durable, une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. On est en fait au cœur de l'objet même de l'économie sociale et solidaire, je dirais. Et donc, cette partie importante, comme un orateur l'a dit tout à l'heure, importante au niveau de l'économie globale européenne, elle contribue véritablement aux objectifs sociaux de ce projet. L'Europe sociale, elle souffre un petit peu comme l'économie sociale et solidaire d'une méconnaissance du public, du grand public. L'Europe sociale est pourtant une réalisation très ancienne, puisqu'elle est pratiquement, elle est née en même temps que la communauté économique européenne, même en même temps que la CECA, je dirais. Et on a aujourd'hui un corpus juridique, législatif extrêmement important en matière de droits des travailleurs, de protection des travailleurs, d'inclusion sociale, d'égalité des chances entre femmes et hommes, etc. etc. Malheureusement, tout ça n'est pas encore suffisamment connu. Et je pense que l'économie sociale et solidaire, effectivement, mérite certainement d'être promue, d'obtenir des moyens pour se développer et, je dirais même,
pour devenir en quelque sorte le modèle économique de l'avenir en Europe. Alors, au niveau européen, justement, qu'est-ce qu'on a fait pour soutenir l'économie sociale? Eh bien, tout le monde connaît évidemment, qui participe probablement à ce panel, la fameuse initiative pour l'entrepreneuriat social de 2011, qui a été portée par Michel Barnier à l'époque, qui était commissaire européen au marché intérieur, et qui fait évidemment le bilan de l'économie sociale à ce moment, qui était déjà impressionnant en termes d'emploi, en termes d'entreprise, en termes de secteurs couverts, mais qui indique également quels sont les handicaps que ce secteur rencontre, que ce soit l'accès au financement, que ce soit l'environnement réglementaire dans les États membres, le fait que si c'est vrai qu'une entreprise sociale est une entreprise, son objet, son mode de fonctionnement, son organisation font que la réglementation qui s'applique de manière générale aux entreprises n'est pas nécessairement tout à fait adaptée aux besoins de l'entrepreneuriat social. Tout ça a été bien établi et bien identifié dans cette initiative de 2011. Et un certain nombre de processus, d'instruments, y compris juridiques, ont été mis en place pour améliorer l'environnement, je dirais, de l'économie sociale et solidaire, lui permettant de trouver une place dans l'économie classique et aussi de se développer au-delà des frontières. Ça reste encore aujourd'hui un véritable défi. Il faut bien le dire, on a fait des progrès, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et en 2016, d'ailleurs, Madame Bieńkowska, qui était responsable du marché intérieur à la Commission européenne, a lancé une initiative pour soutenir effectivement ce qu'on appelle les start-up, donc ces entreprises très innovantes, de manière à les soutenir au niveau effectivement de l'accès au financement, parce qu'elles apportaient des solutions inédites à des problèmes auxquels on n'avait pas trouvé de solution ni du côté des autorités publiques, ni du côté d'ailleurs des entrepreneurs classiques, je dirais. Mais encore une fois, cette initiative de 2016 n'a apporté que des solutions très partielles à la situation globale de l'économie sociale et solidaire en Europe. On ne doit pas oublier évidemment des instruments qui sont bien connus, comme le Fonds social européen, par exemple, ou ce qui existe encore jusqu'à la fin de cette année, le programme d'innovation sociale, EASY, qui comporte en fait une enveloppe budgétaire permettant de mettre en place des instruments financiers pour aider les entreprises sociales et solidaires à se financer, à financer leurs projets, leur développement. Ce programme EASY a eu un succès certain, mais il avait une enveloppe extrêmement limitée en fait pendant la période qui se termine maintenant. C'est la raison pour laquelle il a été intégré dans ce qu'on appelle InvestEU, donc investir dans l'Union européenne, qui est en fait un nouvel instrument qui permet, avec une partie en fait du budget européen, d'offrir des garanties de manière à ce que les banques soient, comment vais-je dire, couvertes par rapport à un risque de défaut de paiement pour financer effectivement des projets économiques et notamment l'entrepreneuriat social qui peut présenter en tout cas des risques plus importants que des financements d'activités économiques classiques. Au niveau européen, il y a eu quelques tentatives de définition de ce que c'est une entreprise sociale et solidaire ou ce que c'est l'économie sociale. Aujourd'hui, on a en fait une seule définition de l'entrepreneuriat social qui se trouve justement dans ce programme, dans la base juridique du programme EASY que j'ai évoqué et qui a été reprise dans le projet de règlement pour le Fonds social européen plus, qui devrait donc en principe entrer en application en 2021. Et en deux mots, enfin, c'est une définition de l'entreprise sociale qui est bien connue. Son objectif social principal, c'est de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d'autres fins, etc. Deuxièmement, le réinvestissement des bénéfices générés par l'entreprise sociale pour atteindre son objectif principal. Et enfin, un modèle de gestion qui est responsable, transparent et qui associe les travailleurs, les clients, les parties prenantes, etc. Donc, cette symbiose avec l'écosystème de l'entreprise sociale.
Outre donc les instruments classiques que j'ai évoqués, il faut effectivement s'arrêter une seconde sur ce qui a été mis en place par Jean-Claude Juncker, qu'on a appelé d'ailleurs le plan Juncker, qui est donc cet instrument de garantie financière pour permettre au groupe de la Banque européenne d'investissement de développer des instruments financiers qui sont ensuite mis à disposition des banques pour permettre justement un accès plus facile au financement de l'économie sociale et solidaire. Le problème, en fait, en quelque sorte, de ce premier projet, de ce qu'on appelle le plan Juncker, était qu'il passait exclusivement par la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. On a mis en place, grâce à ce partenariat, des choses intéressantes, utiles, efficaces. Le problème, c'est que l'économie sociale et solidaire a souvent un ancrage local. Il faut donc bien connaître la réalité locale. Le groupe BEI étant un groupe pan-européen, n'a pas nécessairement cette connaissance fine des besoins des entrepreneurs sociaux dans les régions. C'est la raison pour laquelle le successeur du plan Juncker, c'est-à-dire ce InvestEU, investissement en Europe que j'ai évoqué juste avant, comporte en fait une ouverture des partenaires avec lesquels on peut travailler, et en particulier les banques publiques d'investissement nationales pourront, à partir de l'année prochaine, utiliser cette garantie du budget européen pour développer elles-mêmes des instruments financiers qui répondent peut-être plus précisément aux besoins des entrepreneurs sociaux dans les États membres. En France, je pense évidemment à la Caisse des dépôts et consignations et à la Banque publique d'investissement, qui est la banque des régions et qui pourra donc proposer aux investisseurs, aux entrepreneurs sociaux des outils de financement qui seront probablement beaucoup plus adaptés à leurs besoins. Alors, il faut quand même remarquer que, on l'a cité juste avant, il y a un changement de fond dans la perception de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, même si elle reste encore trop méconnue. Il y a une évolution de la part du monde de la finance qui commence effectivement à s'intéresser beaucoup à cette dimension sociale et sociétale de leurs investissements. Je voudrais simplement prendre pour exemple le succès inespéré véritablement du lancement des premières obligations sociales par la Commission européenne au mois d'octobre, puisque la Commission européenne, comme vous le savez, a mis en place un mécanisme de prêt aux États membres à taux extrêmement bas, puisque l'Union européenne bénéficie d'une évaluation très très positive en termes de fiabilité sur les marchés financiers, le fameux triple A. Et donc, la Commission a souhaité lever 10 milliards d'euros à 10 ans et 7 milliards d'euros à 20 ans pour justement financer ce mécanisme d'aide aux États membres qui doit servir à mettre en place et à financer le chômage partiel. Eh bien, malgré la demande relativement modeste de 17 milliards au total, la Commission européenne a reçu plus de 223 milliards d'euros de demandes pour ces obligations. Et en effet, les spécialistes constatent que non seulement la cote de crédit AAA a attiré les investisseurs, mais aussi le fait que c'était des obligations sociales qui font partie en fait de la finance durable et qui est la partie la plus dynamique, qui connaît la croissance la plus rapide. Donc il y a, de ce point de vue-là, je crois, il faut prendre en compte le fait que les investisseurs, les institutions bancaires, financières, etc., ont probablement passé une ligne qui devrait permettre davantage à l'avenir de financer l'économie sociale et solidaire. Et la Commission, évidemment, n'a pas terminé d'appeler ces fonds sur les marchés financiers. Je crois que son action va permettre justement de promouvoir les investissements sociaux en général au-delà du système que j'ai évoqué qui doit permettre le financement du chômage partiel. Alors, quelles sont les prochaines étapes au niveau européen? Parce que depuis 2011, en fait, il n'y a pas eu véritablement de révolution en ce qui concerne les actions de l'Union européenne pour soutenir l'économie sociale et solidaire.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a chargé Nicolas Schmit, donc le nouveau commissaire aux affaires sociales et aux droits sociaux, de préparer un plan d'action pour le soutien de l'économie sociale et solidaire qui sera présenté au 4e trimestre de l'année prochaine, en 2021. Ce plan d'action sera précédé d'une étude, d'une analyse de la situation actuelle. Qu'est-ce qui a changé depuis 2011, depuis cette initiative pour l'entrepreneuriat social de Michel Barnier? Quels sont les problèmes que l'économie sociale et solidaire rencontre encore aujourd'hui en Europe? Et comment nous pouvons apporter des solutions, des réponses à ces problèmes? Alors, évidemment, comme la plupart du temps, la Commission ne va pas créer cette proposition ex nihilo, cette proposition sera précédée d'une consultation très large du public, mais aussi des parties prenantes. Donc, je vous inviterai à un moment donné à y participer, bien évidemment. Je n'ai pas encore la date de l'ouverture de cette enquête, de cette consultation, mais en tout cas, je vous invite peut-être aussi les uns et les autres à contribuer, à participer à ce qui se passe pour le moment dans le cadre du sommet européen de l'économie sociale qui est organisé par la Commission européenne et la ville de Mannheim en Allemagne. Ce sommet aurait dû avoir lieu en fait en novembre, ce mois-ci, fin du mois, mais du fait du Covid-19, il a fallu reporter l'événement et actuellement il est prévu pour le 26 et le 27 mai 2021. Mais d'ici là, tous les mois, il y aura une conférence virtuelle organisée avec un certain nombre de participants impliqués évidemment dans soit le financement, la législation, le développement de l'économie sociale et solidaire. Et donc le 26 et le 27 novembre de cette année, il y aura déjà un rendez-vous important avec notamment Nicolas Schmit, le commissaire européen en charge de l'économie sociale, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire en France, ainsi que la directrice générale de la direction générale du marché intérieur, Kerstin Jorna, qui participera également à ces échanges. Donc je pense qu'il faut vraiment participer à ça, il faut apporter vos idées et d'une certaine manière, ce sera un petit peu le coup de lancement, si vous voulez, de cette consultation publique sur le futur plan d'action pour l'économie sociale et solidaire en France. Alors peut-être un dernier mot pour terminer. Quels sont les atouts de l'économie sociale et solidaire pour relever les défis de nos sociétés aujourd'hui? J'en vois plusieurs parce que on entend surtout parler de la part de la Commission européenne des initiatives pour le climat et aussi de la transition numérique. Alors, ce sont effectivement des défis extrêmement importants, essentiels même pour l'avenir de l'Europe, mais ces deux sujets ne pourront être véritablement couronnés de succès, enfin les initiatives que l'on prend pour promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique et la transition numérique, que si tout le monde peut y participer, évidemment. Enfin, on a connu le mouvement des Gilets jaunes en France, il est clair qu'il s'est passé quelque chose là où on a voulu, en quelque sorte, imposer un certain modèle écologique qui, en soi, poursuivait un objectif louable, mais les conditions dans lesquelles cette transition écologique avait été imaginée ne permettaient pas, manifestement, à tout le monde d'en bénéficier ou d'y participer. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte, et c'est la raison pour laquelle la deuxième priorité de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, c'est quand même l'économie au service des personnes. L'économie au service des personnes, c'est un petit peu, en raccourci, l'objectif de l'économie sociale et solidaire. Alors, effectivement, l'économie sociale et solidaire incarne véritablement ce concept parce que son action et son impact social et local sont tout à fait évidents et c'est pratiquement le leitmotiv de l'économie sociale et solidaire. C'est une partie de l'économie qui mise sur le long terme, qui ne vise pas à générer rapidement des profits. Et on voit les conséquences de la crise sanitaire aujourd'hui sur l'économie, sur le modèle économique actuel. Et vous savez bien sûr que l'économie sociale et solidaire s'en sort beaucoup mieux que l'économie classique dans le cadre de cette crise, mais également dans le cadre de la crise financière qui a débuté en 2008. L'entrepreneuriat social réinvestit ses profits dans ses activités, donc ça pérennise en fait
le fonctionnement de l'entreprise, donc les emplois pour les salariés, etc. C'est aussi un modèle qui intègre les externalités négatives dans le modèle d'entreprise pour les réduire ou bien pour les éliminer, que ce soit effectivement du point de vue social ou du point de vue environnemental. Donc là aussi, il y a une contribution claire au programme du pacte vert que la Commission européenne actuelle a porté. Et enfin, et ce n'est pas la moindre raison, je pense, l'économie sociale et solidaire donne du sens à ce qu'on fait, que ce soit les salariés, les clients, les investisseurs. Quand on participe d'une manière ou d'une autre à la mise en place, au développement d'une activité sociale et solidaire, on se rend compte que notre impact, en fait, il est positif. Il est positif sur les gens, sur l'environnement, et il est porteur aussi des valeurs de solidarité, d'équité sociale, de bien-être et de prospérité partagée, qui sont, comme je le disais en introduction, les fondements, en fait, du projet européen, comme on le voit à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Donc, je vous invite toutes et tous à participer activement à la préparation de ce plan d'action pour l'économie sociale et solidaire. Et donc, je vous tiendrai informé par les différents canaux que nous connaissons du lancement de cette consultation qui pourra effectivement, à mon avis, conduire à la définition d'un nouveau modèle d'entreprise qui soit effectivement compatible avec les défis climatiques, qui relève le défi de la transition numérique, mais qui soit aussi défini sur la base des valeurs qui constituent véritablement l'identité de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Monsieur Baudru, pour cette intervention. C'est extrêmement intéressant et riche pour nous, puisque nous avons souvent ce regard régional et local, et vous êtes venu vraiment l'enrichir avec ces perspectives européennes. Donc, bien sûr, vous pouvez compter sur nous et les représentants qui sont ici présents pour contribuer au plan d'action. Voilà, vraiment, merci pour cette intervention. Je vais donner la parole à Julie Perron du pôle ESS. Voilà, vraiment, Julie, je vous remercie beaucoup, puisque c'est aussi grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. On travaille sur ce projet depuis plusieurs mois, puisque c'était déjà au cours de l'été où on s'est rencontrés déjà par visioconférence pour y travailler. Donc voilà, je vous laisse la parole, mais vraiment, je tenais à vous remercier pour votre implication et celle du pôle sur ce projet d'Agora. Bien, merci, bonjour. Donc moi, je suis Julie Perron, je suis gérante d'une coopérative d'activité et d'emploi qui est à Perpignan, qui s'appelle Perspective. Mais là, aujourd'hui, je suis plutôt là en tant que membre du pôle de développement de l'économie sociale et solidaire des Pyrénées-Orientales, donc qui regroupe plusieurs acteurs de l'accompagnement qui s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc pour les citer, ils doivent être présents. Nous avons Profession Sport 66, la Ligue de l'enseignement, France Active Occitanie, Perspective, Plein Sud Entreprises, et nous travaillons avec la CRES Occitanie sur l'animation, l'information, l'organisation d'événements autour de l'économie sociale et solidaire dans les Pyrénées-Orientales. Alors, nous avons plutôt souhaité témoigner de notre expérience en fait sur les mois passés, et puis aussi de la manière dont on se projette aujourd'hui pour la suite en tant que structure d'accompagnement dans le secteur de l'ESS. Donc pour revenir à la période du démarrage de cette crise et du premier confinement, en fait on a été tous très fortement mobilisés. On a été, dans la mesure où on accompagne des structures, beaucoup d'associations ou des entrepreneurs, comme c'est le cas pour nous à Perspective, des entrepreneurs salariés, nous avons été immédiatement sollicités pour répondre à des besoins d'information, à des besoins de conseils, notamment autour de la mise en place du dispositif de chômage partiel. Ça a été la première grosse, ça a été le premier gros besoin d'accompagnement sur lequel on est intervenu. Mais pas le seul, évidemment, puisque dans l'ensemble, on a eu à assurer aussi une veille d'information sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, et diffuser beaucoup d'informations, faire le tri entre nous,
ce qu'on recevait de notre côté, ce qu'on obtenait de la part de nos réseaux et ce qu'on pouvait retransmettre à nos adhérents, à nos entrepreneurs, à nos publics, aux personnes qu'on accompagne, aux structures. Et puis, principalement, d'être présent, d'assurer une écoute, d'être un interlocuteur permanent, en fait. Donc une forte mobilisation. Et puis, l'envie aussi d'aller au-devant des besoins et d'être force de proposition pour animer, pour dynamiser, pour voilà, maintenir du lien. Là où on s'en est plutôt bien sorti dans l'ensemble, sur l'ensemble des structures d'accompagnement, c'est qu'on était déjà en capacité de télétravailler immédiatement. On avait à la fois une organisation et des outils qui nous l'ont permis. On a même l'exemple de France Active Occitanie qui est passé très vite au 100% numérique avec des comités d'engagement en distanciel et jusqu'à la signature des contrats et au déblocage des fonds. Donc, pas d'interruption des actions de financement solidaire. Et puis, on a tous cherché vraiment à animer nos réseaux. Donc, il y a eu plein d'initiatives dans ce sens-là. Des cafés numériques, des ateliers participatifs en visio, des formations, des webinaires, beaucoup de transmission d'infos, des newsletters, enfin voilà, un lien avec les personnes et les structures qu'on accompagne, qu'on a vraiment cherché à surtout maintenir actifs, pas perdre le contact. On a eu aussi un rôle sur la question des financements et des aides et des dispositifs mis en place, donc de relayer ces dispositifs, d'aider à monter les dossiers, de regarder voilà, ce qui existait, donc sans reciter évidemment l'ensemble des dispositifs. On a eu beaucoup déjà d'informations dans ce sens, mais il y a eu France Active a mis en place un prêt relève solidaire, donc qui a été développé pendant cette période. Il y a eu des adaptations aussi de fonds, notamment par la région Occitanie, pour permettre, alors là c'est directement au niveau de perspective, permettre aux entrepreneurs en coopérative d'activité d'emploi d'accéder à des fonds jusque-là plutôt réservés aux indépendants, donc une grande capacité d'adaptation. Des communautés de communes qui sont intervenues aussi en cofinancement, le département des Pyrénées-Orientales qui a fortement soutenu les associations, donc un travail partenarial assez, comment dire, aussi avec beaucoup d'échanges et la possibilité voilà, de s'adresser à ces partenaires. Il y a un autre point dont on a voulu aussi témoigner, puisque nous, en tant que structure de l'ESS, coopérative ou association, on a donc une question s'est fortement posée qui est celle de la notion de collectif et la notion de gouvernance collective, de gouvernance participative, qui là pouvait être mise à mal par le fait que finalement les dirigeants étaient assez isolés et avec un besoin aussi de prendre des décisions, de prendre des initiatives et avec la difficulté parfois d'avoir les interlocuteurs habituels et de pouvoir enclencher les modalités de prise de décision classiques. Du coup, on a en fait, les uns et les autres, on s'est aperçu qu'on avait plutôt bien réussi à maintenir une gouvernance collective avec finalement une multiplication des réunions, des rencontres virtuelles évidemment, mais des rencontres, réunions d'équipe, rencontres administrateurs, dirigeants, réunions réseau. Donc finalement, le lien au collectif projet, il est resté là, il s'est même renforcé. Et les dirigeants n'ont à la fois pas été isolés et n'ont pas perdu aussi la confiance de leurs administrateurs et la confiance de leurs adhérents, puisque la concertation a pu se maintenir. En tout cas, au niveau du pôle de l'ESS, on en a tous témoigné et on a vraiment pu conserver ce rapport-là qui est essentiel et ne pas perdre... ne pas foncer tête baissée uniquement dans l'opérationnel et dans la gestion de la crise, mais garder aussi des temps où on prend du recul, où on discute des priorités, des actions à mettre en œuvre, des cas difficiles. Voilà, on a pu vraiment continuer à travailler ensemble.
Et puis, bon, le déconfinement est venu et là, on a pu, les uns et les autres, expérimenter des actions qui n'étaient pas programmées, qui ont vu le jour suite à la crise. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais il en manque très certainement. Du côté de la Ligue de l'enseignement, il y a eu les colos apprenantes, des actions aussi pour réduire la fracture numérique, un dispositif de secours ESS qui a été monté dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Pour Profession Sport, un gros travail qui a été réalisé pour accompagner la programmation ou la reprogrammation d'événements avec la prise en compte des mesures sanitaires. Et puis un accompagnement important qui a été un travail de fond qui, je crois, a été le cas aussi pour la Ligue de l'enseignement, qui accompagne aussi des associations, donc Profession Sport et la Ligue sur ce plan-là se rejoignent. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail d'accompagnement des associations sur une révision de leur statut, avec le constat que les associations les mieux structurées avaient bien mieux traversé cette crise et avaient bien mieux réussi à maintenir des modes de gouvernance opérationnels et efficaces. Et c'est vrai que voilà, les statuts ne prévoyaient pas pareil événement et un gros travail d'accompagnement a été mené dans ce sens-là. Nous, au niveau de perspective, on a un rôle d'employeur puisqu'on accompagne des entrepreneurs qui sont aussi nos salariés, on partage une entreprise commune. Donc, on a eu aussi un travail important secteur d'activité par secteur d'activité autour des contraintes sanitaires et des mesures barrières à mettre en place métier par métier. Donc ça a été un des gros aspects de la reprise, en fait. Comment est-ce qu'on reprend dans de bonnes conditions ? Aujourd'hui, en fait, côté pour tout ce qui concerne le métier d'accompagnement, on est à nouveau dans du distanciel, dans du télétravail. Et cette notion de télétravail, ces habitudes nouvelles qu'on prend, elles nous questionnent. Elles nous questionnent parce qu'on a l'habitude, on est créé autour de la notion de collectif, autour de la notion de projet partagé et de lien social. Et c'est vrai que même si on parvient à continuer à travailler ensemble, etc., et que finalement on n'interrompt pas nos missions, cette notion de lien social, elle est pas, comment dire, on n'est pas dans un fonctionnement satisfaisant de ce point de vue-là, évidemment, quoi. Donc voilà, la question c'est comment est-ce qu'on retrouve une dimension humaine, comment est-ce qu'on recrée du lien, et comment est-ce qu'on maintient un projet vivant, partagé, dynamique, etc., avec cette problématique de la distance. Alors, deux derniers points, et puis je m'arrêterai parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a une question qui va se poser sur le champ de l'ESS sur cette année 2020, c'est évidemment le fait que pour celles qui perçoivent des financements publics, le fait qu'elles n'ont pas forcément pu mener les missions qu'elles avaient prévu de mener, le fait qu'elles aient été fortement effectivement impactées par la crise sanitaire, qu'elles aient parfois été dans l'impossibilité d'exercer. Donc tous les projets qui faisaient l'objet de financement n'ont pas forcément pu tous être menés à bien. En parallèle, il y a eu aussi beaucoup d'ingénierie développée, beaucoup de nouvelles actions qui n'étaient pas prévues et puis qui ont pu être mises en place, donc de l'adaptation, de la créativité et une forte mobilisation. Donc c'est cette capacité, voilà, à s'adapter et à rester mobilisée qui devra aussi être prise en compte dans la manière dont elles ont conduit leurs actions, pour ne pas les fragiliser davantage. On a effectivement dans l'ESS des secteurs qui ont souffert plus que d'autres, qu'on connaît, la culture, l'action sociale, le sport, le tourisme, l'événementiel, la restauration. Et ceux-là ont vraiment besoin d'être accompagnés par nous au niveau, par nous en tant que pôle de développement, mais aussi par les pouvoirs publics sur les différentes aides mobilisables et de veiller à ce que personne ne soit oublié dans ce filet des aides développées. Voilà, donc en conclusion, en fait, je dirais que sur toute cette période de crise sanitaire, puis de déconfinement et de reconfinement,
les entreprises de l'ESS, que ce soit les structures d'accompagnement ou les structures qui œuvrent et qu'on va entendre tout à l'heure, enfin juste après, qui œuvrent pour monter des projets, soutenir des projets et les défendre face à l'adversité. On a pu démontrer collectivement une capacité à maintenir nos actions, à être réactives, à être créatives, à être impliquées, et à garantir une gouvernance collective malgré des problématiques d'isolement, malgré des contraintes sanitaires fortes, et de continuer à développer des solidarités, qu'elles soient internes ou externes, et de rester en contact avec nos adhérents, nos clients, nos partenaires, et finalement de faire la preuve dans ce sens-là de notre utilité sociale. Voilà. Pour autant, beaucoup sont fragilisés, et d'autant plus avec une nouvelle phase de la crise, des structures qui sortaient un peu la tête de l'eau et puis qui se retrouvent à nouveau en difficulté et qui ont plus que jamais besoin de soutien. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage. Merci d'avoir rappelé aussi un des fondamentaux des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui est de faire vivre le collectif, et puis les difficultés que l'on peut traverser pour justement faire vivre ce collectif en temps de crise, mais en même temps les possibilités que vous avez déployées. Je vais passer la parole à nos entreprises témoins. Donc, j'excuse Raphaël Dumas qui ne sera pas parmi nous de l'association Les Bonnes Notes, mais nous avons donc Camille Rosa du MIAM Collectif, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour... J'espère que tout le monde m'entend. Merci pour toutes ces prises de parole qui sont très éclairantes en fait, sur la situation de l'économie sociale et solidaire, à la fois sur le territoire des Pyrénées-Orientales et dans la région et au plus large. Moi, en fait, je vais présenter un petit peu notre structure, qui est MIAM Collectif, et je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour nous tout au long de cette année. Alors, en fait, donc nous, on est une association, loi 1901. On a été créé en avril 2018 pour, en gros, développer le lien social, en fait. Notre projet global, c'est vraiment ça, avec un accent fort sur la cuisine. Donc, une de nos envies principales au moment de la création de la structure, c'était d'animer un lieu de vie au centre-ville de Perpignan, donc au cœur d'un quartier populaire, avec un centre-ville qui est quand même en grande difficulté pour le maintien des lieux de vie, des commerces, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment un engagement, un ancrage local. Entre avril 2018 et janvier 2020, qui a été la véritable ouverture de cette cantine de quartier, on a travaillé sur une cuisine mobile qui est passée dans différents lieux du département, où j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, où on a pu travailler avec des structures, des institutions. Donc, c'était un moyen de se faire connaître et de se connaître aussi. Voilà, donc grâce à tout ce travail-là, on a pu ouvrir la cantine donc, dans un lieu qu'on partage avec une structure commerciale, qui est un bar. Sur la place Rigaud à Perpignan, donc dans le centre-ville. Le fait de partager une structure, ça nous permet d'alléger considérablement nos charges et de faciliter notre installation, parce qu'à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs, pas forcément évident en fait de faire comprendre un projet qui est un projet en fait hybride, qui est le nôtre, un projet donc qui n'a pas une vocation, on va dire, à faire du profit en fait, qui a une vocation à réaliser des échanges non marchands, mais quand même à avoir une activité de restauration quotidienne. Donc ça, c'était pas évident de le faire comprendre. Donc grâce au fait qu'on a partagé ce local avec une structure, on a pu s'installer donc en janvier 2020. Donc le projet de la cantine, en fait, c'est de servir, à l'époque c'était du mardi au vendredi, des repas les midis, en étant une cantine populaire de quartier, donc un lieu de rencontre entre voisins, personnes qui se trouvent sur les lieux, les travailleurs, les travailleuses. Voilà, donc être un lieu de rencontre avec une cuisine biologique, végétarienne, et à petit prix.
Voilà, donc pour réaliser ça, on a mis en place des partenariats avec des entreprises qui font du bio dans la région. Donc on a un fort partenariat avec l'entreprise Biocop où on fait de la récup de fruits et légumes 2 fois par semaine. Et un magasin de producteurs ici qui s'appelle Auprès, que certains connaissent peut-être. Et donc chaque semaine aujourd'hui, on récupère, on va dire, plusieurs dizaines de kilos de légumes et à certains moments, ça peut aller jusqu'à 100 kilos. Donc, on récupère énormément de marchandises qui va être jetée en fait et que nous, on valorise dans notre cuisine en faisant des repas. Voilà, donc dans cette cuisine, on accueille des bénévoles aussi, donc des ateliers de cuisine participatifs. Toutes les personnes peuvent venir et adhérer au Miam Collectif. Donc, on a une adhésion qui est à 5 € pour toute l'année. Et après, les repas sont à prix libre. Donc, on propose aux gens de mettre ce qu'ils peuvent. Donc, nous, on a une recommandation, c'est un repas à 7 €. Donc, c'est notre prix d'équilibre qui nous permet de payer nos salaires, de payer les charges du lieu et de payer ce qu'on ne peut pas récupérer, donc les ingrédients qu'on ne peut pas récupérer. Et voilà, avec tout ça, les 7 € nous permettent de survivre. Voilà. Et si vous mettez un petit peu plus, vous permettez à des gens qui n'ont pas ces 7 € de manger. On a donc le principe des repas suspendus pour les personnes qui ne peuvent pas payer. Donc, chez nous, tout le monde est le bienvenu. On a cette caisse solidaire qui nous permet d'accueillir les personnes qui ont moins de moyens. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour nous, le principe du prix libre, qui fait notre identité, en fait, parce qu'on avait envie de développer aussi des échanges qui ne soient pas que autour de est-ce que vous avez la possibilité ou non de payer. Voilà, donc au moment de l'ouverture, on a créé 2 emplois. Donc moi, je suis salariée de la structure avec une autre personne qui est Wilfried, mon collègue, qui a été un des fondateurs de l'association avec un petit groupe. Donc, on travaille depuis le début avec un collège bénévole qui est aujourd'hui composé de 8 membres. Donc, ouverture en janvier 2020 et coup d'arrêt en mars 2020, puisque on a dû, comme les autres restaurants en fait, fermer nos portes. Donc à l'époque, on est passé directement au dispositif d'activité partielle grâce à l'aide de Profession Sport 66 qui nous a soutenus pour toute cette mise en place. Voilà. C'est vrai que ça a été un peu un coup de massue pour nous parce qu'on venait d'ouvrir, donc on prenait à peine nos marques et il fallait directement fermer nos portes. Donc ça a été difficile, se réorganiser, ça nous a demandé un petit peu de temps, surtout que c'était la même chose pour notre collège bénévole. Ils venaient de prendre un petit peu leur place et leur marque. Et là, en fait, on demandait un engagement important à chacun. Donc, au bout de quelques semaines, quand même, on s'est remis en route et on s'est dit que c'était important quand même de maintenir un lien physique parce qu'on maintenait un lien par mail, mais c'était important de maintenir ce lien physique avec les personnes, nos adhérents et nos adhérentes. Donc, ce qu'on a proposé, c'était de faire des repas solidaires le samedi. On s'est mis en lien avec d'autres structures qui faisaient des distributions alimentaires. Et on s'est rendu compte que le samedi, c'était un jour où il n'y avait pas forcément de distribution. Donc, ce qu'on a fait à partir de là, c'est qu'on s'est organisé comme d'habitude, mais avec beaucoup plus de bénévoles. Donc, à l'époque, il y a une trentaine de bénévoles qui ont été impliqués sur 5 semaines d'activité pour de la distribution de repas, donc entièrement gratuit, soutien inconditionnel aux personnes qui venaient demander à manger. Voilà, on s'est rendu compte qu'au moment du confinement, enfin, tout le monde l'a vu, je pense, il y avait énormément de personnes en difficulté dans la rue et notamment dans le centre-ville de Perpignan. Et pour nous, c'était important d'adresser cette question. Ça fait complètement sens avec notre objet social. Donc, on a même proposé aux personnes de récupérer des kits d'hygiène au sein de la structure. Donc, on a mis en place des repas solidaires et les distributions de kits d'hygiène. Pour ça, on a eu une aide inattendue de la Fondation de Banque Populaire qui s'est mobilisée à ce moment-là et qui nous a contactés directement par téléphone pour demander si on avait besoin d'un soutien pour des actions spécifiques à ce moment-là, alors qu'on venait de se dire qu'on allait le faire. Donc, ils nous ont fait don de 2 000 € et on a eu un fort engagement quand même de nos adhérents et adhérentes qui, à l'époque, étaient quelques centaines. Et on a reçu de leur part près de 700 €. Donc, moi, je trouve que c'est important à souligner parce que c'est vraiment l'essence de notre activité, c'est l'engagement de nos adhérents qui permet cette solidarité, en fait. Voilà.
Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce premier confinement, c'est que quand même, dans ce trou noir et cette complexité à se réorganiser, il y a eu des points très, très positifs qui se sont dégagés. Déjà, l'engagement fort de notre collège bénévole qui s'est vraiment senti investi d'une tâche très, très importante et donc qui ont géré quasiment de A à Z cette action. Enfin, je veux dire, nous, les salariés, on était présents aussi, mais voilà, on avait comme tout le monde des problématiques à gérer, nos enfants, nos vies confinées. Donc, c'était pas évident pour nous d'être là à 100% comme on l'est d'habitude. Donc, ils ont vraiment pris la main, et il et elle d'ailleurs, parce que c'est un collège composé majoritairement de femmes. Donc, et donc, ils et elles se sont vraiment engagés dans cette action et ça leur a permis de prendre la main un petit peu sur tout ce qui compose la structure. Comme on venait d'ouvrir, ça a vraiment créé cette force d'équipe. Voilà. Et ensuite, ça nous a aussi permis de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux et nouvelles bénévoles. Ça nous a aussi permis de rencontrer une cuisinière qui s'est engagée auprès de nous et qui en fait s'est proposée ensuite pour rejoindre l'équipe. Et nous, en fait, on a fait le choix dans cette période-là de miser sur une nouvelle embauche. Donc, on a réduit personnellement, Wilfried et moi, qui étions les salariés de base, notre temps de travail de quelques heures pour embaucher Lia, qui est la nouvelle cuisinière qui a rejoint l'équipe. Ça nous permet désormais d'être ouverts 5 jours par semaine, donc le samedi aussi. Ouvrir les samedis, pour nous, c'était très important depuis le début. Nous, on n'avait pas forcément le temps matériel de le faire parce qu'on était déjà à 35 heures et on ne pouvait pas faire beaucoup plus, après pour des raisons personnelles. Et le fait que l'IA soit embauchée, ça nous a permis déjà d'être plus présents pour nos adhérents et adhérentes. Et on avait vraiment cette envie de proposer des événements aussi, de créer vraiment cet esprit de lieu sur la place Rigaud. Donc l'idée, c'était vraiment de faire de ces samedis un moment de convivialité supplémentaire. Reste que la période de la réouverture quand même a été difficile. Hein. Ce déconfinement, c'était un déconfinement quand même avec des mesures sanitaires strictes. Pour ce qui concerne la cuisine, nous, ça ne change pas grand-chose parce qu'en cuisine, on est déjà dans des mesures sanitaires très, très importantes. Donc voilà, mais pour ce qui est de l'accueil du public, heureusement qu'on a une belle terrasse sur la place Rigaud et que ça nous a permis de continuer à accueillir les gens dans des bonnes conditions sanitaires. Mais pour ce qui était des événements, c'était un petit peu plus compliqué à mettre en place. Malgré ça, il y a des initiatives qui se sont mises en place de la part de nos bénévoles et du collège. Il devait y avoir un premier vide-grenier solidaire accompagné d'un atelier couture qui devait avoir lieu en fin octobre, qui n'a pas eu lieu, puisque nous avons connu ce nouveau coup d'arrêt. Voilà, mais au moment de ce déconfinement, nous, on a vraiment vu un engouement supplémentaire pour notre structure. On a eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus manger, nos adhérents qui ont continué à faire preuve d'une grande solidarité, donc à continuer à alimenter la caisse solidaire. Voilà, donc pour nous, en fait, il n'y a pas eu de difficulté entre cette période de confinement, puisqu'on était au chômage, en fait, et cette période de reprise. Néanmoins, comme notre vocation, c'est d'être un lieu social, quand même, c'est une grande difficulté qu'on puisse de moins en moins accueillir de personnes. Et là, avec ce nouveau confinement, nous, ce qu'on a voulu faire valoir, c'était qu'on n'était pas une activité non essentielle, en fait. C'est vraiment, moi, c'était quelque chose d'important à titre personnel, en fait, et je pense que ça l'était pour toutes les personnes qui animent la vie de l'association, de dire, OK, on est un restaurant, mais on est un restaurant pas comme les autres. Bon, je ne pense pas que les restaurants soient non essentiels à titre personnel aussi, mais bref, ça, c'est un autre débat. Reste que, en fait, on a décidé de ne pas reproduire le même schéma pour ce second confinement que lors de ce premier confinement. Donc, on a choisi de rester ouvert 5 jours par semaine, avec une proposition de repas à emporter pour les personnes qui ont chez elles et qui ne sont pas en difficulté sociale. Et on maintient, en fait, un accueil physique et la possibilité de s'asseoir pour les personnes SDF et pour les personnes qui sont en grande vulnérabilité sociale. En fait, nous, on s'est dit, c'est plus possible de laisser les gens repartir avec des barquettes et manger quelque part sur la place. D'autant que là, on est en plein mois de novembre. C'est bon, là, en l'occurrence, il fait beau, mais c'est quand même un mois où ça se refroidit. Et puis, c'est un mois de la déprime. Donc, on a refusé de se laisser nous confiner à ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on a mis en place là. Alors, donc là, c'est la 3e semaine de cette réorganisation d'activité-là.
ça impose quand même un engagement fort de nouveau de nos bénévoles, parce qu'on a besoin d'être entre 4 et 5 présents chaque jour pour assurer l'accueil, la préparation des commandes. C'est quand même une réorganisation importante de notre activité. Nous, ce n'est pas du tout notre vocation de faire des repas à emporter, mais c'est ce qu'on a décidé de faire pour maintenir le lien avec nos adhérents et adhérentes et permettre le maintien de ce lien solidaire aussi. Donc, ils nous permettent aussi de continuer à financer une partie de nos activités. Aujourd'hui, on est plutôt à 35 repas servis par jour, alors que c'était un petit peu plus avant. Et là, on est passé à 20 repas prépayés gratuits financés grâce à notre caisse solidaire et à 15 repas payés. Donc, en fait, on a eu un petit peu aussi un basculement de notre équilibre financier, quoi. Voilà, là, on constate qu'on est devenu un acteur social, en fait, alors que, enfin, on a toujours été un acteur social, mais là, on est un acteur humanitaire, quasiment. Voilà, donc on a quand même une petite problématique, c'est que là, dans nos projections budgétaires, on se rend compte qu'on a un trou de 2 000 € par mois et qui va être certainement compensé par la diversification des ressources qu'on essaye de mettre en place avec l'embauche 6 heures par semaine d'une personne qui fait de la recherche de fonds pour nous et une partie d'administration. Mais franchement, c'est pas évident de se dire que si cette situation se pérennise, ça nous met dans un certain péril, en fait, et nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Voilà, on ne va pas quand même s'arrêter là, on n'a pas envie de s'arrêter là. Aujourd'hui, l'association Miam Collectif, c'est 3/4 en autofinancement, donc grâce à ce que nos adhérents donnent chaque jour, grâce à nos ressources personnelles. On a beaucoup de soutien, des avis favorables partout, on a des relais médiatiques, donc ça nous aide à tenir le coup. Et nous, on continue à avoir des projets. Dès qu'on pourra, on veut continuer à construire le lien social et à construire une vie solidaire et active dans le centre-ville de Perpignan et construire ces lieux détachés des enjeux marchands qui nous tiennent vraiment à cœur dans une ville où en fait on est face à une pauvreté quand même extrême. Voilà, on veut continuer à faire vivre des lieux de vie et on a besoin de soutien pour ça. Voilà, on a des projets, une boulangerie solidaire, plus de moments de convivialité sur la place. Aujourd'hui, on est fort de pratiquement 1000 adhérents et adhérentes. Donc, sur une année, c'est une sacrée progression. Donc, voilà, c'est notre fierté. Voilà. Et je vais vous mettre en lien, en fait, différents reportages qui ont été réalisés sur les actions communes. Comme ça vous permettra de vous faire une idée peut-être un peu plus en image de ce qu'on fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous pour vos prises de parole et bienvenue au restaurant si vous en avez envie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle énergie et puis tout ce que vous faites au quotidien. Bravo. Je pense que c'est important et dans nos agoras, on a eu à chaque fois des témoignages sur l'alimentation et la précarité alimentaire et les initiatives qui peuvent être faites. Il faut évidemment pas les oublier. Je vais donner la parole et ce sera le dernier témoignage avant que vous puissiez rejoindre les ateliers, donc à la SCOP, les petites mains du 66. Bonjour, donc je m'appelle Sarah Barlahan, je suis une des co-initiatrices de la SCOP, les petites mains du 66. Donc il y a aussi Franck à côté de moi qui fait partie aussi de la SCOP. Au fond, vous ne voyez pas, il y a Kim et Lucien. Parce que, voilà, la base en fait de la SCOP, c'est justement qu'on soit tous associés et salariés au sein de cette entreprise avec une hiérarchie qui est une hiérarchie linéaire. Donc, toutes les décisions sont prises en commun. Juste pour faire un petit résumé de notre histoire, on était au départ un collectif, donc dans le premier confinement, le collectif des petites mains du 66, où on faisait du bénévolat pour faire de la surblouse jetable pour les soignants. Donc en règle générale, c'était les infirmières libérales qui n'avaient absolument aucun moyen de se protéger lorsqu'elles étaient en service Covid ou qu'elles allaient chez les patients. Donc, c'est monsieur Jean-Baptiste Torres et monsieur David Montané, qui sont aussi des associés de la SCOP, ont monté ce collectif qu'on a tous rejoint. Monsieur Torres a prêté donc son entreprise, donc Ciplan, à Cabestany, donc son entreprise était arrêtée.
Et on s'est retrouvé à pratiquement 150 bénévoles pour faire des surblouses qu'on distribuait tous les jours. Vers la sortie du confinement, on s'est posé la question de savoir ce qu'on ferait la suite. Si on restait juste sur un collectif de bénévoles, où on avait quand même pallié à un manque évident des personnes qui nous gouvernent par rapport à la protection de nos soignants. Et donc, on a décidé de monter une SCOP. Donc, une SCOP qui est une société coopérative et participative qui appartient aux salariés. On a cette chance aujourd'hui d'être hébergé dans un endroit qui s'appelle les 5 éléments, qui est un espace de coworking, mais avec cette envie aussi de solidarité, puisque ça a été difficile aussi de trouver un local après. Monsieur Torres a investi personnellement pour des machines et on s'est retrouvé du jour au lendemain sans travail. C'est-à-dire qu'on avait les applaudissements de tout le monde, mais par contre de la région, du département, les seules personnes qui nous ont vraiment soutenus, c'est des privés, c'est-à-dire AXA qui nous a fait un chèque de 15 000 €, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a pu payer donc nos charges, on a pu payer nos salaires. Mais voilà, au niveau du travail, on est trop jeune pour pouvoir souscrire à tout ce qui est marché public. Au niveau de nos garanties financières, on est une SCOP, donc on n'est pas crédible en fait. Il y a des préjugés sur les SCOP. Et trouver des garanties aussi au niveau des banques, revenez nous voir dans 3 ans. En gros, c'est ce qu'on nous dit, si on est encore là dans 3 ans. Alors, on a un marché qui nous permet de pouvoir tenir pendant 2 mois avec le groupe La Crèmerie Sérigraphie, où on fait donc les masques inclusifs, c'est-à-dire les masques pour les malentendants et pour attendez un instant, voilà. Donc, nous faisons de la haute couture, mais on est content parce qu'on vient travailler tous les jours. On se lève tous les jours, alors que ce n'est pas forcément évident, puisque quand on ne sait pas où on va, on a vécu une aventure avec le bénévolat, où les personnes qui sont là aujourd'hui, ce sont des personnes, quand on vient du bénévolat et qu'on monte une entreprise après, on monte avec les mêmes valeurs du bénévolat, mais dans une structure économique qu'on espère viable, et surtout pouvoir continuer aussi à embaucher des personnes. Parce que le problème, c'est qu'on a du matériel, on a 12 machines, on est 4. Et notre but à nous, c'est d'avoir 8 autres personnes derrière ces machines. Donc, des personnes qui viennent en priorité de tout ce qui est insertion. Donc, les femmes qui, à partir de 45 ans, sont plus considérées comme bonnes à travailler, les personnes du RSA, des personnes qui sont en situation de, comment ça s'appelle, d'isolement, c'est surtout de l'isolement, et recréer ce lien à travers la dignité du travail, qui doit être une valeur ajoutée aux produits qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc, on a un atelier de couture, donc on fait tout. Voilà, on a un sellier, on a Lucien qui est notre spécialiste de tout ce qui est tapisserie sur les sièges. On a Franck qui a appris la couture, puisqu'en fait, ce n'était pas du tout son métier. On a Kim qui se cache, mais qui est notre couturière qui expérimente tout. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, on ne demande pas la charité, on demande juste à continuer à vivre, continuer à recréer du lien, mais à travers une vraie identité économique. Voilà, c'est à peu près la présentation de notre entreprise. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir le témoignage d'une entreprise qui est née pendant cette période du confinement et on sait qu'en plus vous êtes allé sur des équipements dont on avait énormément besoin. Donc bravo à vous et à votre courage et votre ténacité en cette période, parce que ce que vous dites, ça exprime aussi évidemment des difficultés à surmonter. Et puis on prend note aussi des difficultés que vous pouvez avoir pour la suite en fait et de voir comment on peut faire remonter celles-ci.
Voilà, merci. On arrive au terme de notre table ronde. Merci de nous avoir suivis. Je vais laisser la parole à Monsieur Baudru qui souhaitait vous dire quelques mots en conclusion et puis ensuite vous pourrez rejoindre les ateliers avec les liens qui vous ont été communiqués. Merci infiniment. Je vais être très bref. Tout d'abord, pour remercier ces personnes qui ont témoigné à l'instant de leur expérience et de tout ce qu'ils apportent très localement souvent, et qu'ils apportent des réponses vraiment absolument adaptées aux besoins identifiés. Il y a toujours beaucoup d'innovation dans l'entrepreneuriat social et c'est quelque chose dont on a tous besoin, que ce soit en région Occitanie, que ce soit en France, que ce soit en Europe. Donc, je suis très confiant dans l'appropriation du concept même de l'économie sociale et solidaire par la Commission européenne. Donc, la présidente a été assez claire en donnant dans son ordre de mission à Nicolas Schmitt l'instruction, si je puis dire, de préparer ce plan d'action l'année prochaine. Et je pense qu'il faut continuer à interagir, vous, les acteurs locaux, la Commission européenne, notamment à travers sa représentation en France. Nous sommes à Paris, mais nous avons aussi une antenne à Marseille. Et surtout, je voudrais que vous n'oubliez pas la présence des centres d'information Europe Direct qui sont partout en France, et notamment tout près de chez vous. Claire Sarga-Vergès anime ce centre d'information Europe Direct d'une manière extrêmement dynamique. Et donc, les acteurs sociaux peuvent également s'adresser à ces centres d'information qui ont des informations effectivement à leur passer, mais qui peuvent aussi servir de relais vers la Commission européenne, notamment à travers la représentation en France. Voilà, merci beaucoup et j'espère bientôt pouvoir encore interagir avec vous pour noter les progrès que nous ferons tous ensemble et promouvoir effectivement ce merveilleux concept d'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Baudru, pour ces mots de conclusion. Merci vraiment à toutes et tous d'avoir participé, d'avoir suivi cette table ronde. Merci bien sûr à tous nos intervenants et intervenantes d'avoir témoigné de leur place et pour voilà, cette belle énergie collective. Je pense que c'était important d'organiser ces agoras même à distance. Voilà, je pense que c'est ça qui fait la force de l'ESS. On a créé cette plateforme, donc je vous l'ai envoyée sur le lien du chat, donc je vous invite à y participer. Mais ça reste une plateforme numérique, donc on a vraiment voulu aujourd'hui compléter cette plateforme avec ces échanges. Et voilà, on s'est permis bien sûr de noter quelques phrases, quelques mots qu'on pourra voilà, mettre en avant également. Donc vraiment merci à vous et puis je vous souhaite une excellente journée à Perpignan et dans l'ensemble des Pyrénées-Orientales. Voilà, merci à vous.